Elle, c'est Cathy. Et ils sont en train de faire un virement en ligne de 3000 €. Il y a 3 ans, elle reçoit un soi-disant SMS de Netflix lui demandant de mettre à jour ses coordonnées bancaires. Elle s'exécute, ne se doutant pas une seconde de l'arnaque qui se cache derrière le SMS qu'elle a reçu. Malgré tout, 1 heure après, elle a un gros doute et Cathy va faire opposition pour arnaque. Mais tout va s'enchaîner très vite par la suite et elle va se faire arnaquer. Il me dit, là c'est très grave madame, ils sont en train de faire un virement de 3000 €. Est-ce que vous validez ce virement? Et je lui dis, mais pas du tout. Il dit alors il faut aller très très vite parce que sinon ils vont vider vos comptes en banque. Je suis pas bien réveillée, je suis angoissée, je lui fais vraiment confiance. Il me dit, je vais vous envoyer des SMS et vous validez tout ce que je vous dis. Et je valide tout ce qu'il me dit. On a tous déjà reçu ce genre de SMS, tout paraît crédible, tout semble vrai. Et pourtant, derrière se cachent de véritables arnaques bien plus complexes que ce qu'on pourrait penser. Et je me suis posé une question. Comment ça marche? Et qui sont les personnes qui se cachent derrière? Alors aujourd'hui, je vais tenter de m'infiltrer parmi eux. Il y a quelques jours, j'ai reçu ce SMS. Et je suis sûr que vous aussi, vous avez déjà reçu ce genre de SMS. Ils peuvent venir d'à peu près n'importe qui. Un opérateur téléphonique, la poste, Colissimo, une banque, etc., etc. Mais presque à chaque fois, ce sont des fraudes, des SMS visant à vous arnaquer. Pourtant, à chaque fois, ces SMS paraissent crédibles. Le message est écrit dans un français correct, formel même. Il n'y a pas de faute d'orthographe. Tout paraît legit, même les liens. En soi, le site cartevitalefrance.com pourrait vraiment exister. Cependant, comme la plupart des SMS qu'on reçoit tous, c'est une arnaque. Et le vrai problème ne vient pas de là, parce que sinon on pourrait tous ne pas se fier à ce genre de SMS, sauf que non, parce que les services officiels de l'État utilisent eux aussi ce moyen. Alors comment on fait nous pour savoir hein? Chaque jour, c'est entre 300 000 et 400 000 SMS d'arnaque qui sont envoyés. Et dans ces messages, à chaque fois, ce qui nous fait tiquer, ce sont les liens. C'est toujours des liens du type laposte.relivraison.fr, impôt-gouv-service-remboursement.fr, espaceclient.orange.sécurité.net, et ça, c'est ce qu'on appelle du typo squatting. Ça consiste à prendre une adresse officielle, par exemple laposte.fr, et rajouter des mots en lien afin de faire croire que c'est le vrai site, une extension. Et cette méthode est bien plus efficace que changer un L par un I majuscule par exemple. Et je me suis posé une question, celle qui est à l'origine de cette vidéo. Il se passe quoi si je clique sur un de ces liens? Je me fais pirater, mon téléphone explose, je me fais vider tous mes comptes bancaires avec toute ma YouTube Money? Eh bien, on va tester ça. Et bah aussi décevant que ça puisse paraître, il ne se passe rien. Au contraire même, on a l'impression d'être atterri sur le vrai site de la Poste. Et c'est le but de ce site. C'est ce qu'on appelle un site de phishing. En apparence, ce site a pour objectif de nous faire payer 2,99 €, soi-disant les frais de douane. Il me demande de rentrer toutes mes infos, nom, prénom, numéro de téléphone, infos bancaires, afin de me les faire payer ces frais de douane. Mais il y a quelque chose qui me paraît bizarre. Pourquoi envoyer autant de SMS, s'emmerder à créer une fausse page internet aussi crédible, tout ça pour que peut-être une personne sur 200 envoie 3 €. Il y a quelque chose qui cloche, c'est pas comme ça qu'ils peuvent être rentables. Alors, j'ai cherché.
souvent, l'argent demandé pendant ces paiements n'est même pas prélevé. C'est donc pas comme ça qu'ils peuvent gagner leur argent. Mais donc, comment ? Parce qu'ils ne travaillent pas bénévolement non plus. On sait donc que les infos récoltées pendant le soi-disant paiement n'est pas prélevé. Il sert donc uniquement de prétexte pour nous voler ces infos. Et derrière, ils ont carte blanche pour voler tout l'argent qu'ils veulent sur nos comptes bancaires. Ça, c'est ce qu'on pourrait se dire. Mais c'est trop beau parce que dans la réalité, c'est un peu plus sécurisé que ça quand même. Les banques demandent une validation sur une application avant tout paiement en ligne, justement pour éviter ce genre d'arnaque. Donc les arnaqueurs doivent bien trouver un autre moyen pour nous soutirer tous nos sous. Et on pourrait penser qu'ils vont hacker les victimes pour prendre accès à leur téléphone et valider eux-mêmes ces paiements. Mais c'est pas ce qui se passe. C'est bien plus simple et bien plus fourbe que ça. Derrière toutes ces arnaques, il y a des gens. Et aujourd'hui, je vais essayer de les retrouver. Je vais essayer de m'introduire parmi eux. Depuis le début de la vidéo, on parle principalement d'arnaques autour des SMS, de phishing, mais il en existe plein d'autres qui marchent plus ou moins. Dans un premier temps, on a l'arnaque au faux support technique. Bien qu'elle soit aussi vieille qu'Internet, elle peut toujours marcher. Elle est souvent caractérisée par un pop-up apparaissant sur un site web, disant que le PC de la victime est infecté. Soit avec une application à télécharger visant à supprimer tous les virus du PC, bien sûr c'est tout l'inverse qui va se passer, soit un numéro de téléphone à appeler avec un faux conseiller, ce qui résultera sûrement en un virus dans le PC de la victime. Ensuite, on a ce qu'on appelle le love scam. Et là, même si c'est bien plus complexe et bien plus rare, souvent cette méthode a beaucoup de chances d'aboutir. L'arnaqueur dans cette situation, souvent appelé brouteur, se fait passer pour quelqu'un d'autre. Parfois une célébrité, mais c'est pas systématique. Il va par la suite soit créer un lien amoureux, soit un lien amical avec sa victime, en parlant tous les jours pendant plusieurs mois avec elle. Et bien sûr, au final, soutirer de l'argent à la victime, soit pour qu'ils puissent se rencontrer, soit à cause d'un grave problème de santé. L'objectif de l'arnaque est donc de jouer sur les émotions de la victime, souvent plus vulnérable et apte à offrir ses sous sur un plateau d'argent au brouteur. Mais les victimes nient souvent face à l'arnaque. Mais c'est pas le cas à chaque fois. On se rappelle bien sûr d'Anne qui a offert 800 000 € à un faux Brad Pitt. Eh bien c'est exactement ce type d'arnaque. Et ça arrive bien plus souvent qu'on le pense. Mais pas toujours avec des montants aussi importants quand même. Et heureusement. L'arnaque à la location, c'est l'une des arnaques les plus sous-estimées. Elle mise souvent sur le prix élevé des locations de biens, notamment dans les grandes villes. L'arnaqueur va poster une annonce, souvent sur des sites comme Le Bon Coin par exemple, avec des photos d'appartements. Il est d'apparence beau, grand et surtout pas si cher. Mais où est la douille ? Eh bien, souvent cet appartement n'existe même pas. Le seul objectif de l'arnaqueur est de vous faire envoyer votre dossier, avec une pièce d'identité et tout ce qui en suit. Et hop, l'arnaqueur disparaît. Il peut usurper votre identité pour ouvrir des faux comptes bancaires, par exemple. C'est pour ça qu'il est important de toujours mettre un filigrane quand on envoie une photo de sa pièce d'identité. Mais bien évidemment, l'arnaque la plus répandue, et sûrement celle qui marche le mieux, c'est l'arnaque au SMS, celle qui nous intéresse. Rien qu'en 2023, plus d'1 million de Français déclarent avoir été victimes d'une arnaque en ligne. C'est donc de loin l'arnaque la plus efficace. Et on va essayer de retrouver les gens derrière. Et la première étape, c'était de cliquer sur le lien. On arrive donc sur cette page internet. Tout est d'apparence legit. Les boutons marchent et on dirait trait pour trait le site officiel. Mais il y a quelque chose qui cloche. Parce que sur chacun de ces sites, il est demandé d'enseigner ses infos. Soit un numéro de carte bleue, soit une fausse page de connexion Google, ou même juste son identité, son adresse, etc. etc. Et c'est derrière ça que les arnaqueurs opèrent. Mais pour les retrouver, ça va être bien plus complexe que ce que je pensais. Parce que bien sûr, on n'a pas leur contact directement marqué sur la page. Ça serait bien trop simple. Il va donc falloir que je cherche. Comme on l'a dit, souvent ce sont de vraies pages internet qui marchent vraiment. Et malgré ce que l'on pourrait penser, ce sont des arnaques qui sont extrêmement compliquées à stopper. Ce sont souvent des sites hébergés à l'étranger, dans des pays où ce genre de pratiques sont dans des zones floues des réglementations. Mais également parce que les liens expirent ou changent toutes les 24 à 48 heures. Les rendant donc très durs, voire même impossibles à tracer. Il faut aussi savoir que les victimes ne peuvent presque rien faire face à la loi. Mais ça, on en reparle plus tard. Vous vous souvenez tout à l'heure quand je disais qu'ils avaient un stratagème pour soutirer de l'argent à leurs victimes bien plus fourbe que ce qu'on pensait? Puisqu'ils ne peuvent pas valider eux-mêmes les transactions, la victime elle-même les validera. Et c'est là qu'on se rend compte de la complexité de ces arnaques. Les arnaqueurs font souvent appel à des alloteurs, ça on en reparlera plus tard, qui vont se faire passer pour la banque de la victime, tout faire pour les rassurer, les mettre en confiance, mais aussi instaurer un climat de panique et de tension. Tout doit aller vite, avant que la victime ne puisse s'en rendre compte. Et pendant que la victime panique, l'alloteur va lui faire valider tout un tas de transactions, soi-disant pour valider son identité. Et c'est là que la victime se fait dépouiller. C'est là qu'on se rend compte vraiment de la cruauté de ce milieu. En faisant mes recherches et en préparant cette vidéo, je me suis posé une autre question. Qui se cache derrière tous ces sites? C'est vrai, il en existe tellement et ils changent tellement vite, qui peut bien être derrière tout ça? Eh bien, j'ai cherché. Et le premier élément sur lequel je suis tombé m'a glacé le sang. Une des possibilités sont les fermes à scam. Scam farm. And that's what a scam farm is. This brutal scam factory. Scam centers to a scam centering.
Et c'est fou, hein, mais le nom décrit parfaitement de quoi il s'agit. Il s'agit souvent d'un grand bâtiment dépravé, basé dans des pays où les gouvernements ne sont pas toujours hyper regardants, notamment ceux en guerre civile ou ceux qui sont corrompus. On parle ici de pays comme la Côte d'Ivoire, le Nigeria, l'Inde et plein d'autres petits pays de l'Asie du Sud-Est et de l'Europe de l'Est, où les réglementations sont bien différentes de celles en Europe occidentale. Bien que certains employés, si on peut les qualifier comme ça, de ces fermes, font ça par choix parce que c'est le seul métier à leur disposition pour survivre, la majorité est bien différente. La plupart du temps, de fausses annonces de job en tant que téléconseiller, assistant virtuel ou encore agent de support technique sont publiées. Ils promettent un relativement bon salaire, le billet d'avion et l'hébergement sur place inclus dans les frais de l'entreprise. Tout paraît trop beau. Et c'est fou, hein, vous allez pas me croire, mais ces annonces sont fausses. Puisqu'une fois arrivés sur place, le passeport des futurs employés leur est confisqué, ainsi que leur téléphone et leurs biens personnels. Ils sont enfermés dans un bâtiment sécurisé avec aucune possibilité de communiquer avec le monde extérieur. La plupart du temps, les droits humains ne sont pas respectés. Les victimes sont forcées à travailler des heures par jour, elles sont à peine nourries et dorment bien évidemment dans le lit le plus confortable qui existe. En tout cas, quand elles sont en mesure de dormir. Les victimes sont contraintes à arnaquer des gens à longueur de journée avec une promesse de liberté future offerte par leurs supérieurs. Mais sans trop de surprise, ça n'arrive souvent jamais. Bien évidemment, si les victimes refusent de travailler, elles subissent violences physiques, torture, privation de nourriture, leur famille est menacée, bref, le bonheur quoi. On peut clairement dire que ce sont les esclaves modernes. Ils sont même parfois vendus, échangés, et bien sûr tout ça dans le respect de l'humanité de chacun. Et même si certains arrivent à s'enfuir, ce qui est relativement rare, elles sont souvent interceptées par les autorités locales. Et puisque pour la plupart elles sont corrompues, les victimes sont jugées comme coupables, comme n'ayant pas accompli leur tâche, et donc souvent punis en conséquence. Ce sont donc de réels réseaux mafieux pratiquant littéralement le trafic humain. Tout ça afin d'arnaquer des gens à l'autre bout du monde et de remplir leur compte en banque. Et malheureusement, c'est pas quelque chose de rare, loin de là. Plusieurs dizaines de milliers de cas sont recensés. Certaines ONG parlent même de trafic humain organisé, géré par des mafias chinoises, thaïlandaises ou birmanes. On est donc bien loin du cliché du scammer méchant et cupide. Ça nous fait donc réfléchir, puisque derrière chaque SMS frauduleux qu'on reçoit se cache peut-être un système criminel inhumain. Mais fort heureusement, ce n'est pas toujours comme ça. C'est même loin d'être la majorité des cas. C'est souvent moins horrible, en tout cas sur le plan esclavagisme. Ce sont souvent juste des gens normaux, comme vous et moi, avec quelques compétences informatiques, qui peuvent arnaquer des gens seulement en créant de fausses pages internet. Mais ça, tout seul, c'est compliqué. C'est pour ça qu'ils sont souvent plusieurs, avec chacun un rôle précis. C'est bien plus organisé que ce que je pensais. Dans un premier temps, on a le spammer. Comme son nom l'indique, son rôle va être de spammer les gens de faux SMS. Il va envoyer en masse, souvent grâce à des SIM jetables professionnels ou des eSIM achetés en lot, le rendant donc presque intraçable, des milliers de SMS, en espérant attirer le plus de potentielles cibles. Vient ensuite le développeur, et lui va s'occuper de toute la partie développement des arnaques. Plutôt logique au vu de son nom. C'est lui qui va s'occuper de créer toutes les pages de phishing les plus réalistes possibles, afin de susciter le moins de soupçons chez la victime. Il va prendre en charge toute la partie code, design, et aussi la partie redirection. Sauf que ce site doit bien être hébergé quelque part. Et qui s'en occupe? Eh bien, c'est l'hébergeur. Il s'occupe donc contre toute attente d'héberger les sites. Il configure les serveurs, qui sont souvent basés à l'étranger, dans des pays plus permissifs, afin de limiter les risques avec la justice. La plupart du temps, plusieurs sites sont hébergés sur son ou ses serveurs, permettant donc qu'un site prenne la relève d'un autre dès qu'il est désactivé ou supprimé. On a enfin l'alloteur. Le rôle qui vient en dernier dans l'arnaque. C'est ceux dont on a parlé plus tôt. Ce sont des personnes, la plupart du temps des femmes, pour leur côté plus rassurant, en tout cas plus simple à faire confiance. Elle appelle la victime en se faisant passer soit pour sa banque, soit pour le service de répression des fraudes. C'est ironique en soi. Et c'est là que toute la magie de l'arnaque opère. Puisque jusque-là, la victime n'a sûrement rien remarqué. Tout en créant un sentiment de confiance chez la victime, l'auteur va également instaurer un sentiment de peur et d'urgence, empêchant donc la victime de pouvoir pleinement réfléchir. C'est dans ce climat d'inquiétude que l'auteur va faire valider à la victime des virements bancaires, soi-disant factices, afin de faire valider l'identité de la victime. Mais pourquoi est-ce que toute cette organisation marche aussi bien? Tout simplement parce que chaque maillon de la chaîne connaît parfaitement son rôle et sait l'exécuter à la perfection. Si un lien ou un site tombe, un autre est en mesure de le remplacer dans les plus brefs délais. Et ça, c'est sans compter le nombre de sites en parallèle. La fragmentation des tâches rend donc tout ce processus bien plus rapide à exécuter, augmentant donc drastiquement le rendement. Après avoir fait toutes ces recherches, quelque chose m'a interpellé. Quelque chose m'a paru bizarre. On ne cherche donc pas une personne, mais bien tout un groupe. Avec quoi est-ce qu'ils communiquent et où est-ce qu'ils se sont trouvés? Et la réponse la plus logique dans ce domaine, c'est Telegram. Parce que
J'ai beaucoup de mal à croire qu'ils aient leur propre messagerie cryptée. Et donc, désormais, vous l'aurez compris, mon objectif a été de retrouver l'un de ces canaux. Et j'ai pas mal galéré. À partir du lien, j'ai cherché les détails du certificat SSL, ce qui fait donc que la page est sécurisée. Parce que parfois, on peut peut-être y trouver une petite adresse mail, un contact ou quelque chose comme ça. Mais là, non. Le gars a bien tout configuré, donc ça ne va pas nous aider. J'ai également fait une recherche Whois, parce que peut-être le contact du développeur aurait pu être utilisé pour créer le nom de domaine, mais apparemment pas. Et c'est au dernier endroit que j'ai cherché, dans le DevTool de Chrome, que j'ai trouvé quelque chose qui pourrait nous intéresser. Parce que oui, même si notre arnaqueur a bien pensé à se protéger, il se pourrait qu'il ait oublié de vérifier les angles morts. Il a laissé son adresse mail juste ici. Bravo. Ça nous laisse donc un contact avec potentiellement un pseudo, et c'est là qu'on va bien avancer. À partir de là, c'était plus si compliqué que ça, parce qu'avec un peu de chance, le gars a utilisé son pseudo ailleurs. Et bingo. En recherchant son pseudo sur Google, on tombe sur un compte GitHub. Pile poil ce qu'il nous fallait pour avancer. Malheureusement, il n'y a rien de vraiment croustillant dans ce GitHub. En tout cas, rien qui nous prouve réellement qu'il est dans le domaine de l'arnaque. En soi, il n'y a rien de bizarre. C'est sûrement juste un développeur, rien de choquant. Mais en fouillant un peu dans ses repos, je suis tombé sur celle-là. HTML-cloner OTP. Pas habituel comme nom. Ça m'a mis la puce à l'oreille. En regardant d'un peu plus près, c'est un programme qui permet de cloner une page internet de la manière la plus fidèle qui soit. Tiens, ne serait-ce pas le moyen utilisé pour reproduire des pages internet à l'identique? Dans ce repo, en descendant un peu, on trouve un readme.txt. Un fichier anodin qu'on retrouve un peu partout, mais en regardant dedans, on trouve quoi? Bam, un profil Telegram, le sien. On a donc désormais un contact direct avec notre arnaqueur. On s'approche dangereusement du but. On a donc plein de preuves qui nous montrent qu'il est dans le domaine de l'arnaque. Mais comment retrouver un des groupes dans lequel il est? Parce que je pourrais juste le DM en mode oui, tu peux me passer les invites dans les canaux d'arnaque où tu es, STP, j'essaie de m'infiltrer pour une enquête. Mais pas sûr que cette technique marche. Il y a même très peu de chance. Et à cette étape, j'ai beaucoup bloqué. Et vraiment. Et ça, c'est jusqu'à ce que j'ai une idée. Une idée qui pourrait bien résoudre mon souci. Les API. C'est un moyen qu'on utilise souvent via une clé afin de demander avec un programme certaines informations à un serveur. Et certaines API sont plus permissives que d'autres quand on sait bien les utiliser. Après avoir eu cette idée de génie, non, je suis pas du tout en train de me saucer, je vois pas de quoi vous parler, j'ai codé un bot qui me permet de connaître tous les canaux Telegram dans lesquels se trouve notre cher ami le développeur. Et il ne reste plus qu'à le lancer. Malheureusement, puisque c'est pas très éthique vis-à-vis de la vie privée du gars, je peux pas vous montrer tous les canaux qu'il a rejoints, mais je peux vous dire qu'il y a du croustillant. Dans cette longue liste, un seul canal, en tout cas de tous ceux qui nous intéressent, est public. Un coup de chance. J'ai donc pris la peine de créer un faux compte et de rejoindre le canal sous une fausse identité. On peut voir que ce canal est rempli de discussions d'arnaqueurs vendant leurs services. Des alloteurs à tous les prix, des spammers, des eSIM aussi, tiens, on trouve de tout. Même des packs prêts à l'emploi pour débuter dans l'arnaque au SMS. On a enfin trouvé ce qu'on cherchait, c'est pas trop tôt. Tout est organisé avec minutie. Chacun a son rôle, chacun a son expérience. Et certains sont plus réputés que d'autres. Les tarifs sont également fixés. Vous cherchez à envoyer 1000 messages, eh bien ça sera environ 10 €. Vous cherchez à créer un faux site, 50 €. Un alloteur, 35% de votre recette. C'est fou de voir à quel point ces arnaques sont organisées afin de dépouiller les victimes. Et justement, on va en parler de ces victimes. On pense souvent que ce ne sont que des personnes âgées et des personnes pas à l'aise avec la technologie qui se font avoir. Mais la réalité est tout autre. Tout le monde peut se faire avoir. Tout le monde peut tomber dans le panneau. Les arnaques jouent sur l'urgence, la peur et l'émotion. Et dans cet état, on peut tous se faire avoir. Et c'est bien plus simple que ce que l'on croit. Les alloteurs sont vraiment doués pour faire leur travail. Tellement que n'importe qui n'est pas au courant de ce métier-là se ferait avoir. Il est devenu très difficile de décerner le vrai du faux. Et les conséquences sont également bien pires que ce que l'on croit. On ne parle pas seulement de pertes financières pour certains, mais bien de réelles séquelles psychologiques. Certains se sentent juste idiots, d'autres honteux, mais d'autres n'arrivent plus à faire confiance à leur banquier ou toute autre personne sérieuse sans mauvaises intentions. Mais il y a aussi des conséquences administratives.
comme les vols d'identité, la création de faux comptes bancaires, etc. Et le pire dans tout ça, c'est que dans 90% des cas, les banques refusent de rembourser les victimes de ces arnaques. Tout simplement parce que d'après elles, les victimes ont volontairement et consciemment validé les transactions. Tout comme l'exemple de Cathy au début de la vidéo, alors que ce n'était pas forcément voulu. On peut aussi parler du cas de Chloé qui se retrouve dans la même situation. J'ai été victime d'une fraude bancaire de 20 000 euros. Donc ça s'est passé en février 2023. J'ai été victime, comme beaucoup de gens, d'un premier SMS de phishing. Donc j'ai reçu un message en temps de taille sur lequel j'ai cliqué. J'ai été redirigée vers une plateforme pour payer ma contravention. J'ai vu du feu, j'ai payé ma contravention. Et le lendemain, j'ai été appelée par le numéro de ma banque sur mon téléphone portable, le jour de mon anniversaire, pour me demander de valider un certain nombre d'informations. Il faut savoir que j'ai été mise complètement, évidemment, en confiance. J'ai vu que du feu. Le montant total de mes fraudes s'est élevé à quasiment 20 000 euros. J'ai fait des pieds et des mains pour être remboursé la totalité. La banque a décidé que ce n'était pas sa responsabilité. Mais ça peut également toucher les plus jeunes, avec des applications en ligne, des fausses publicités, ou par exemple des générateurs de V-Bucks ou de Robux. Ça on connaît. Aujourd'hui, on vit dans un monde où il est trop simple de se faire arnaquer. À un tel point que je pense que personne n'imagine. En 2023, plus de 400 000 personnes ont été victimes de fraude, rien qu'en France. Et ce chiffre ne cesse de croître. Et c'est plus de 61% des Français qui déclarent avoir subi au moins un acte de cybermalveillance au cours de l'année. Pour certains, c'est juste une perte de quelques minutes. Pour d'autres, c'est une perte de plusieurs milliers d'euros, voire leur vie entière. Et puis même, il existe plein d'autres types d'arnaques, pas référencées telles quelles, mais qui rentrent très clairement dans la définition. Et même si elles sont plus simples, on est tous déjà tombés dedans. Les fake news, notamment au début de l'IA, des faux trucs, des vidéos, des photos, des textes, tout le monde est tombé au moins une fois dans le panneau. On peut aussi parler des vidéos YouTube fake, parce que oui, il y en a bien plus que vous pensez, et elles sont bien plus simples à faire que ce qu'on pourrait imaginer. Par exemple, qui est-ce qui vous dit que j'ai vraiment infiltré ce canal Telegram, que toute l'enquête que vous venez de regarder est vraie? Et pourtant, c'est le cas, et j'avais laissé plein d'indices sous vos yeux. Par contre, c'est pas pour autant que toute la vidéo est fausse. Loin de là. Et la méthode décrite pour m'infiltrer aurait réellement pu être utilisée. Aujourd'hui, il est plus que simple de croire à tout ce que l'on voit. Et en vrai. C'est pour ça qu'il est toujours important de vérifier ses sources. Et surtout d'être capable d'avoir un esprit critique et de prendre du recul sur tout ce que l'on voit sur Internet.